Des vies et des hommes. Isabelle Rupin. Chérie, que dirais-tu si je partais marcher seule pendant 1 an sur les chemins du monde ? Cadre dans les hautes sphères de la Société Générale à l'époque de l'affaire Kerviel, Édouard Malo-Henry, bousculé dans ses convictions, plaque tout et s'en va sur les chemins, direction l'Asie du Sud-Est. Édouard Malo-Henry a raconté son périple dans un livre dont je viens de lire la première phrase, dans un livre intitulé « Sur les chemins du monde » aux éditions Christine Bonneton, qui vient tout juste de sortir à l'heure où nous enregistrons, et j'avoue ne l'avoir pas encore lu. Édouard Malo-Henry, bonjour. Bonjour Isabelle Rupin. Si nous avons la chance de nous entretenir aujourd'hui sur Radio Fidélité, c'est parce que vous êtes venu à Laval ce 18 février. Votre famille a des liens très proches avec la Mayenne, je crois. Alors vous avez raison Isabelle, nous sommes originaires de Mayenne du côté maternel, mais ça remonte à très longtemps. Et c'est une famille qui a après migré sur Nantes. Mais elle a encore aujourd'hui des attaches. Il y a encore de la famille qui vit en Mayenne, et notamment ma chère maman, que je suis venu visiter à Laval. Et vous avez permis aux résidents de la résidence Saint-Julien aujourd'hui de profiter de votre expérience, de vos expériences sur les chemins du monde. Donc ce livre, si on retrace le contexte, je disais, vous étiez cadre dans les hautes sphères à la Société Générale au moment de l'affaire Kerviel. Je ne sais pas si c'est utile de rappeler un tout petit peu cette affaire. Oui, on peut le rappeler. En fait, j'avais 48 ans. J'étais basé à Montréal, au Canada, et j'étais à cette époque-là le président de la filiale de la Société Générale au Canada. Et tout allait globalement assez bien dans ma vie. Ma famille se développait bien, ma carrière professionnelle se passait assez bien. Et puis là, des grands chocs sont venus me secouer. Le premier, c'est l'affaire Kerviel, comme vous l'avez rappelé. Il faut savoir que pour toute la Société Générale, ça a été un traumatisme extrêmement violent. Cette banque avait une réputation d'être excellente. Et tout d'un coup, cette fraude l'a classée au rang des mauvais exemples de son industrie et l'a déconsidérée aux yeux de tout le monde. Et puis peu après, le deuxième choc, c'est la crise des subprimes qui s'est déroulée pendant l'année 2008 et où on s'est rendu compte que des banques, dont la Société Générale, mais pas que évidemment, avaient financé des gens insolvables pour acheter des maisons aux États-Unis dans des proportions gigantesques et qu'on ne savait plus très bien qui portait le risque. Ça a amené une défiance généralisée sur les banques et ça a amené une crise financière dont on se souvient encore, qui a été très importante à ce moment-là. Donc en gros, pour faire simple, ma banque devient un peu la honte de son industrie, contre son gré évidemment, et l'industrie devient un peu la honte de l'économie. Donc c'était 2 chocs violents. J'avais consacré 25 ans de mon parcours professionnel à ce métier-là que j'aimais beaucoup, et j'ai été très très déstabilisé. Et puis au même moment, dans ma famille, j'ai 5 enfants, 5 garçons, 4 d'entre eux partaient du Canada pour aller faire leurs études en France, et la maison s'est retrouvée vide, le nid était vide. Donc je dois dire que en fait, le moteur n'avançait plus, j'étais en panne de sens. Et là, j'ai dit cette phrase un jour, un soir. J'étais allongé sur mon lit, mon épouse Claire était dans la salle de bain et je lui ai dit « Chérie, que dirais-tu si je partais marcher seule pendant 1 an sur les chemins du monde ?» Et inconsciemment, elle a dit « Mais bien sûr, mon chéri !» Voilà, elle le disait pour plaisanter, elle était habituée à mes provocations, mais là, elle se disait « Celle-là, elle est un peu forte ». Et en fait, elle ne s'est pas rendue compte qu'en disant ça, ça m'ouvrait ce champ des possibles. Alors, on a négocié, parce qu'on négocie toujours dans ma famille, et j'ai eu 6 mois. Et donc, j'ai fait mon sac et je suis parti marcher en direction de l'Himalaya. Alors, c'est une belle preuve d'amour que Claire, votre épouse, vous a donnée, d'avoir senti que vous étiez peut-être perdu, que vos valeurs étaient complètement bousculées, enfin, que vous aviez besoin de ce temps de reprise en main, en quelque sorte, de votre vie intérieure. Elle se rendait compte que ce n'était pas une envie, c'était un besoin. Et qu'il y avait un risque, j'étais dans un tel état, qu'il y avait un vrai risque que je ne trouve pas de solution à mon impasse. Et donc je suis parti à la recherche de sens, du sens que j'avais perdu. Mais donc, je maintiens et on peut lui rendre hommage parce que c'est une belle preuve d'amour de vous avoir rendons-lui hommage laissé, et voilà. On racontera un peu la suite après, mais rendons-lui hommage parce que c'est une magnifique preuve d'amour. Donc, vous partez direction, votre première étape depuis Montréal, c'est la Birmanie. Pourquoi ce choix de l'Asie du Sud-Est ?
L'Asie, alors j'avais été amené à travailler un peu en Asie, j'ai toujours été fasciné par l'Asie. Ce sont des cultures si éloignées des nôtres, c'était vraiment me libérer du connu et aller dans le grand inconnu. Et avec des paysages magnifiques, des cultures très fortes. Et en fait, je voulais choisir la Birmanie parce que c'était un pays un peu difficile, hein, qui était opprimé par une junte militaire, qui l'est toujours d'ailleurs. Et on sait que Aung San Suu Kyi, qui est un dirigeant emprisonné, en fait, n'a pas été capable d'exercer les mandats pour lesquels elle avait été élue. On l'a pas laissé exercer ses mandats. On l'a pas laissé exercer ses mandats. Et surtout, c'est un peu un régime difficile. Mais des régimes difficiles, il y en a beaucoup, malheureusement, dans le monde. Et ce pays m'attirait, me fascinait. Donc, c'était le grand inconnu de commencer par Yangon, ou Rangoon, pour le dire en français. Oui, parce que j'ai parlé de la Birmanie, mais c'est effectivement, aujourd'hui, on parle du Myanmar. Le Myanmar. Et donc, vous arrivez, et alors en fait, il y a un pas quand même énorme entre l'idée qu'on se fait de la marche du voyage et puis d'être confronté à ses rêves, en quelque sorte, à ce besoin d'évasion. Donc, vous arrivez à l'aéroport de Rangoon, et puis quoi ? Et puis quoi, j'arrive comme un banquier qui prend son sac à dos et qui quitte les grandes tours des quartiers d'affaires et qui se retrouve avec plus rien. Juste le bruit infernal dans sa tête de ces solutions qu'il n'arrive pas à trouver. Et il m'a fallu plusieurs semaines pour petit à petit m'adapter. Au départ, j'ai commencé par prendre un hôtel, puis après, je me suis dit, ben non, c'est pas l'esprit de ton voyage. Et donc, j'ai atterri sur des guest house, des maisons d'accueil très modestes, et puis après, j'ai fini dans des paillotes, et puis j'ai fini dans la jungle. Donc, il m'a fallu des étapes pour atterrir. Et puis, surtout, mon cœur s'est ouvert, s'est libéré de tout ce dont je venais pour accueillir ce que je découvrais. Et avec des rencontres, en particulier, ma première rencontre, c'était un moine birman. Il y a beaucoup de moines en Birmanie. Et qui m'a un peu déstabilisé parce qu'il a fallu que j'aille bénir 10 fois le Bouddha du dimanche, puis encore 10 fois le Bouddha aux 9 serpents, et puis après d'apprendre un peu la méditation. Donc ça a démarré un choc un peu brutal. Moi, j'étais parti avec le Nouveau Testament dans la poche, donc c'était une confrontation un petit peu brutale. Mais voilà, de Yangon à Mandalay après. Puis descendu par un train, Yangon à Mandalay, un train très poussif, comme il n'en existe plus nulle part. Les trains birmans. Les trains birmans, exactement, où il y avait des trous dans le plancher avec des rats qui couraient partout. Il a mis 18 heures pour faire quelques centaines de kilomètres. Et c'était une expérience incroyable. Et après, un bateau pour descendre le fleuve Irrawaddy jusqu'à Bagan, qui est un lieu magique, avec des milliers de temples de toute taille, des églises, des oratoires du XIIe siècle. Ça a été un grand lieu de spiritualité en Birmanie. Et après, le lac Inle, qui est un lac à 1000 mètres d'altitude avec des populations de pêcheurs et qui est un des joyaux de beauté dans le monde. Voilà. Et au lac Inle, ça n'a pas été simple pour moi, également parce que j'ai appris une nouvelle un petit peu compliquée. C'est là où effectivement la famille vous a rattrapé. La famille m'a rattrapé, j'avais l'impression d'être dans un état de bonheur parfait. Dans un temps un peu suspendu. Dans un temps totalement suspendu. Hors du temps, mais en même temps dans la vie. Parfaitement vivant, mais hors du temps, de mon temps, du temps d'avant en tout cas. Et puis j'arrive à trouver là un post internet et je reçois un email de mon épouse qui me dit « Je suis devant le cercueil de ton papa qui vient de décéder et il va être enterré demain ». Et là, voilà, le grand choc d'apprendre le décès de mon père et que je n'attendais pas vraiment et qui m'a secoué parce que je n'étais pas aux obsèques de mon père. Donc il a fallu que je vive ce moment important à distance. Et d'une certaine manière, je l'ai compris après, c'est peut-être une très belle façon d'être d'âme à âme et de l'accompagner dans son grand voyage. Il a en fait choisi mon grand voyage pour faire le sien. C'est une belle façon d'envisager ce qui était quand même un choc personnel. On ne va pas pouvoir raconter toutes vos étapes. Je crois que vous insistez quand même beaucoup, et c'est ça peut-être, c'était vous disiez, le sous-titre de votre livre sur les chemins du monde, c'est « En quête de sens de Montréal à Katmandou ». Et vous étiez en quête de sens et en quête de rencontres aussi, je crois. Peut-être qu'on peut parler de quelques rencontres qui vous ont particulièrement marqué. Je mets une phrase, Isabelle, juste en début de livre de Alexandra David-Néel que peut-être vous pouvez lire parce qu'elle répond tout à fait à ce point-là.
Celui qui voyage sans rencontrer l'autre ne voyage pas, il se déplace. C'est ça. Et je pense que ça répond bien à votre question. Donc un voyage sans rencontre, c'est pas vraiment un voyage, c'est un déplacement. Et donc effectivement, la rencontre est importante. Alors quelquefois avec des difficultés toujours avec des difficultés de langue, bien sûr, parce qu'on ne maîtrise pas la langue. Et en particulier, j'ai passé beaucoup de temps dans des villages primitifs, des tribus comme les Wa, les Aka, les N, les Palang, les Laoshi, les Hmong. Où là, l'anglais ne vous est d'aucune utilité. Et là, l'anglais n'est d'aucune utilité. Donc, on parle le langage du sourire, le langage du cœur. Et ma manière à moi, c'était de prendre des photos en leur demandant l'autorisation et de leur montrer les photos. Et de montrer les photos que j'avais prises. Et là, c'était des éclats de rire et des sentiments incroyables. Le village se réunissait pour voir, parce que les gens se voyaient pas beaucoup eux-mêmes, donc à part dans des reflets. Mais donc ils découvraient en fait des photos d'eux-mêmes. Donc c'était un extraordinaire moyen de communiquer. Et j'ai rencontré dans mon voyage d'ailleurs un Japonais qui avait trouvé un autre moyen de communiquer incroyable. Lui, il faisait de l'origami. Donc il avait des petits papiers de couleur et il se mettait dans un village et il fabriquait des animaux avec des pliages de papier de couleur. Et tous les enfants du village étaient là, excités, en disant « mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire ». Donc je trouvais que c'était encore plus beau que mes photos. Et donc c'est deux exemples de langage quand on ne parle pas la langue et qu'on veut rejoindre les cœurs. Ah ouais. Pourquoi il faut être un peu inventif, créatif et en même temps recevoir. Et recevoir, être disponible. Et recevoir. Ouais. Et c'est ça. Alors, il y a eu des rencontres un petit peu plus marquantes et célèbres dont on parlera aussi, mais ça a été aussi la rencontre de tous ces anonymes, à commencer peut-être par ce moine, effectivement, mais qui vous a demandé de bénir, là. Mais aussi tous ces anonymes, tous ces sourires. On voit sur les quelques photos que j'ai pu voir, on voit les sourires, les visages de ces... Oui, je suis gourmand des sourires. Je trouve que les sourires sont des fenêtres sur l'âme. Et quand vous me souriez, Isabelle, là, oui. J'ai l'impression d'avoir accès à votre âme. Bon. Et l'impression. Et donc les sourires sont des fenêtres sur l'âme pour moi. Et donc le sourire, c'est l'accès au profond, en fait, à l'intérieur. Et, au vrai. Au vrai, exactement, au vrai. Et donc j'ai ramassé des bouquets de sourires, des bouquets infinis de sourires pendant ce voyage. J'ai pas été économe des miens non plus. Mais donc comprenez que c'est un voyage qui a eu des moments douloureux, comme celui que je vous ai raconté, mais qui a été fondamentalement, à part deux moments difficiles, mais deux autres moments difficiles, mais qui a été marqué par une joie profonde, une joie de vivre, d'être dans le vivant, au cœur du vivant. Et c'était vraiment ce que vous cherchiez, parce qu'on parlait de cette quête de sens, et c'était une quête, vous disiez, vous étiez parti avec votre Nouveau Testament, donc avec votre foi chevillée au corps, sans doute. Genre, ma foi, c'était beaucoup une relation au Christ. Le Christ a été la source d'inspiration, est la source d'inspiration permanente et profonde de ma vie, mais en ayant une connaissance un peu lointaine et pas intime forcément de tous les textes. Donc je m'étais dit, ça serait une occasion importante d'aller à la rencontre des textes. Je connaissais pas bien Paul, je connaissais pas bien les Actes des Apôtres, et puis j'ai découvert que j'étais marqué bien sûr par l'évangile de Jean, et celui de Matthieu aussi que j'aime énormément. Et puis donc j'ai relu goutte à goutte, mot à mot, pour faire une rencontre plus approfondie de ce Christ. Et vous l'avez fait vraiment, cette rencontre, au bord d'un lac? Alors, j'ai fait le mérite quelques mots d'explication, Isabelle. Oui. C'est parce qu'en même temps, j'étais en terre bouddhiste. Et donc, il n'y avait pas de représentation du Christ, donc il y a des représentations de Bouddha. Mais Bouddha, c'est un homme qui est parvenu à la sainteté d'une certaine manière, à l'état de bodhisattva, qui est l'état de sainteté pour les bouddhistes. Et donc, de méditer devant Bouddha était OK pour moi. Et d'ailleurs, de nombreux prêtres catholiques ont exploré la spiritualité bouddhiste et ont trouvé qu'elle venait parfaitement en résonance avec leur foi chrétienne. Et je me suis inscrit dans cette dimension-là. Par Bouddha et par le Christ, j'ai trouvé la sérénité. Alors un jour, Isabelle, j'étais au bord du Mékong, c'était un matin. Il était 5h, 6h du matin, je dormais là, sur la berge. Et je me réveille et je vois, dans un grand silence, je vois un buffle au bord de l'eau qui boit de l'eau. Je vois un pêcheur dans sa barque qui glisse doucement sur le Mékong. Et j'entends des moines au loin qui chantent et des chiens qui aboient. Et là, à cet instant-là, j'ai senti une paix intérieure, un silence complet. J'étais au cœur du silence et de la paix, connecté au monde comme jamais avant.
j'ai ressenti cet état de communion avec le Créateur, de communion avec les gens que j'aimais, en étant parfaitement fluide. Vous savez, un peu comme on dit, il y a des effets papillons, où quelquefois un battement d'aile peut avoir un impact très important à l'autre bout du monde. Mais je sentais qu'un mouvement de mes sourcils, je sentais que le chant des moines résonnait en moi, résonnait dans le monde. J'étais dans cet instant parfait. Et cette paix-là m'a profondément transformé, m'a profondément changé ma vie en fait. Et quand aujourd'hui j'ai des moments difficiles, c'est passé à Champasak, au bord du Mékong, eh bien je reviens à Champasak. Et je me repose à cet endroit-là et je retrouve cette connexion qui a été pour moi un petit miracle dans mon voyage. Donc la rencontre, si on peut mettre un ordre de priorité, ça a été vraiment la rencontre, peut-être celle que vous cherchiez en partant. Ça a été le moment de silence absolu et de paix absolue. Et j'étais bien. Et j'étais dans l'amour. Et pleinement dans l'amour. Et moi, ma conviction, c'est qu'on vient tous de l'amour et on retournera tous à l'amour. Et donc j'y étais. Une autre rencontre, j'allais dire plus charnelle, mais qui vous a marqué aussi, celle de Mathieu Ricard. Oui, alors Mathieu Ricard, il est bien connu en France. Je pense que c'est un homme un peu médiatique, mais quand je suis arrivé à Katmandou, donc après le Laos, je suis allé au Cambodge, après le Cambodge au Népal, et la capitale du Népal, c'est Katmandou. Alors Katmandou, on le connaît pour les années 70, peut-être oui. Ceux qui se souviennent des hippies, ceux qui allaient chercher la drogue là-bas et qui n'étaient pas dans les vrais paradis, mais les paradis artificiels. À Katmandou, bon ça c'est fini évidemment, mais Katmandou c'est la ville où est le monastère où habite Mathieu Ricard. Et je ne savais pas comment le joindre. Alors j'avais mon Sherpa avec qui j'allais aller dans la très haute montagne après, qui était avec moi. Et on regarde sur Google et on trouve par hasard, très loin dans les pages de Google, un numéro de téléphone. Et je lui demande à mon Sherpa, comme il était népalais, s'il pouvait appeler. Donc il appelle et 15 secondes après, il me tend le téléphone, il me dit « c'est Mathieu Ricard au téléphone ». Incroyable. J'en revenais pas, c'était vraiment le hasard incroyable, la providence, quoi. Et je l'ai au téléphone. Et je lui demande de le voir, je voulais le voir. Il me dit non, c'est pas possible. Je pars en voyage 2 mois et il faut que je fasse mes valises et je peux pas, désolé, mais j'ai adoré parler avec vous, merci. J'ai dit attendez Mathieu, vous comprenez pas ce que je vous dis là. Même 2 minutes, mais je veux vous voir. Il m'a dit ok, 2 minutes. Alors on est parti, je suis parti sur la moto de mon Sherpa dans les banlieues très encombrées, très difficiles de Katmandou. Et on arrive au monastère et au monastère personne ne le connaît. Je demande Mathieu Ricard, et personne ne le connaît, parce qu'il devait avoir un nom de religion, j'imagine, et que je ne connaissais pas. Puis quelqu'un me dit, allez voir au dernier étage, salle des archives. Là, je frappe à la porte de la salle des archives, personne ne répond. Je me dis, quand même, je ne suis pas venu du bout du monde pour me faire bloquer par une porte. J'ouvre la porte, et qu'est-ce que je vois? Mathieu Ricard, devant son ordinateur, avec 2 vieux moines à côté de lui. Il y en a un qui m'indique le tabouret à côté, je m'assieds sur le tabouret, mais Mathieu Ricard, j'étais à 50 cm de lui. Il bouge pas. Il est concentré sur son ordinateur. Peut-être attendait-il que mon niveau d'énergie intérieure soit au bon niveau, bon tempo. Et puis tout d'un coup, il se retourne avec un sourire incroyable. Et là, c'est pas 2 minutes qu'on a passé ensemble, c'est 2 heures. Et on a refait le monde, on a parlé, il était d'une curiosité incroyable. Il m'a parlé de ses méditations. Il sortait de 2 mois de méditation tout seul, dans une petite pièce minuscule face à l'Himalaya. Et donc on a eu un échange incroyable. Donc à l'époque, on disait de lui que c'est l'homme le plus heureux du monde. Parce qu'il y avait des études de son cerveau qui avaient été faites et les zones du bonheur étaient surdéveloppées. Mais à ce moment-là, Isabelle, je crois que l'homme le plus heureux du monde, c'était pas lui, c'était moi. J'espère que ce bonheur que vous avez éprouvé, et en fait, quand on vous entend, on le sait, oui, que ça a perduré après. C'était pas une bulle qui a éclaté. C'est quelque chose qui vous a marqué exactement. Profondément. On va être obligé de passer assez rapidement. Peut-être qu'on peut parler en 2 minutes de votre périple du côté physique, parce qu'on ne marche pas. Combien de kilomètres avez-vous fait? Même si parfois il y a eu des étapes en avion. Mais entre 2000 et 3000 kilomètres. Quand même. Donc quand on est un cadre donc plutôt sédentaire, ça ne s'improvise pas forcément d'aller comme ça marcher, d'être exposé à la bienveillance du monde.
aux aléas climatiques aussi parfois. Oui. La marche, c'est d'abord on se trompe toujours quand on commence, on prend des sacs trop lourds, trop gros, donc et en fait tous les gens qui marchent le disent. Voilà, c'est ça. Donc on finit par distribuer tout ce qu'on a et puis n'emporter plus que le minimum. Mais il y a eu des moments de marche un peu compliqués, notamment au Bhoutan. Donc je suis allé faire un long trek au Bhoutan sur le Jomolari, qui est une montagne sacrée entre la Chine et le Bhoutan. Et là, on est allé jusqu'à pas loin de 6000 mètres, en partant de 1500 mètres. Et on s'est retrouvé là où les hommes n'habitent plus, dans les hautes vallées suspendues de l'Himalaya. On s'est retrouvé dans un blizzard épouvantable. La température a baissé tout d'un coup. Il faisait -20, c'était très froid. Et surtout la tempête de neige, les grands vents. Et on a cru, j'ai eu d'ailleurs des membres de l'expédition, j'étais pas tout seul, on était 6. Il y en a 3 qui ont fait demi-tour et qui avaient fait demi-tour quand on a annoncé la tempête, quand c'était encore possible. Et donc on n'était plus que la moitié du groupe. Et on a cru qu'on passerait pas, en fait, ça serait impossible. La neige, on avait de la neige quasiment jusqu'entre la ceinture et les épaules. Et c'était très difficile. Les mulets patinaient sur la glace, on était avec des mulets. On a cru qu'on n'y arriverait pas, donc on a pensé qu'on serait obligé d'appeler l'armée indienne. On avait un talkie-walkie qui nous permettait d'accéder à l'armée indienne. Et pour venir nous élitreiller là où on était. Mais finalement, au prix d'efforts incroyables, dans des conditions dantesques vraiment, mais on a pu passer in extremis le col qui nous ramenait sur des vallées plus hospitalières, et où la météo était moins dégradée. Et donc là, ça a été un petit peu dur. Et puis après, je suis parti sur l'Everest, donc jusqu'au camp de base de l'Everest. Bon, là, contrairement au Bhoutan où il n'y avait personne, à l'Everest, c'est quand même, il y a du monde qui va. Pas les Champs-Élysées, mais pas loin. Mais il faut aller chercher avec ses jambes. Donc, mais quand vous marchez, que vous avez pris l'habitude de marcher, après, physiquement, au bout de quelques semaines de marche, c'est OK. Et c'était important pour vous aussi, Édouard Malo-Henry, de pousser aussi un petit peu vos compétences physiques, enfin votre corps aussi. Oui, parce que mon métier de banquier, c'est un métier très cérébral. Et j'ai surtout développé évidemment mon corps, ma résistance, ma résilience physique, mais surtout mon cœur, en fait. Et puis le mental. Le mental, alors, les bouddhistes apprennent que le mental est le grand ennemi de la paix et du vivant, parce que le mental, c'est une machine qui tourne sans arrêt et qui fait beaucoup de bruit et qui empêche de bien voir les choses et de bien être dans la vie. Donc le mental, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui est beaucoup développé, mais en tout cas, la tranquillité, la paix intérieure et la connexion au vivant qui fait qu'on est beaucoup plus résilient dans ce que l'on fait, et beaucoup plus résistant. Bon, alors puisqu'il faut arriver à la conclusion, Édouard Malo-Henry, de ce parcours que vous avez fait sur les chemins du monde, de Montréal à Katmandou, le retour, ça pouvait être quitte ou double après une telle bulle. Oui, le retour, j'étais à la fois tellement apaisé, tellement heureux de ce que j'avais vécu, mais en même temps en me disant, mais est-ce que tu n'as pas changé au point que plus rien de ce qui était ta vie avant ne fonctionne, en fait, ne convienne avec ce que tu es devenu? Est-ce que tu n'es pas devenu un autre? Et tu vas retrouver ta femme, tu vas retrouver ton travail. Et ma femme, je vais la voir, mais est-ce que je ne vais pas réaliser que c'était la vie d'avant et que j'étais devenu autre chose, une autre version de moi-même? Et je me revois encore marcher à Montréal, à l'aéroport. Je savais qu'elle m'attendait de l'autre côté. Et je me suis dit, là, en 1 seconde, 2 secondes, tu vas savoir si c'est fini. Si vous aviez de l'appréhension? J'étais en paix, en fait. Étonnamment, j'étais en paix, en disant, ce sera ce que ce sera. Et c'est ainsi. Et je la vois, et là, je suis envahi par une émotion considérable. Et je suis envahi par les larmes, et je pleure pendant 1 heure. J'ai pleuré 1 heure, Isabelle. Et même la voix est disparue, et voilà. Et j'ai retrouvé ma femme. Alors, il faudrait l'interviewer, oui. mais elle a été courageuse, elle a été résiliente. Et alors, je pense qu'elle vous raconterait qu'elle a trouvé que j'avais beaucoup changé quand même. Mais donc, il a fallu qu'on se refasse à la nouvelle situation. Mais je l'avais retrouvée. Et puis vous avez retrouvé la vie d'avant, mais pas tout à fait,
avec un petit retour à la Société Générale, pareil dans les hautes fonctions, et avec vous peut-être un changement, puisque cette paix intérieure que vous aviez trouvée, peut-être que vous l'avez mis en œuvre aussi dans vos fonctions. Alors, vous avez raison Isabelle, donc je suis revenu à la Société Générale, et sans savoir si j'allais y rester d'ailleurs. Et puis l'accueil a été mitigé, hein. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu es allé faire? Tu nous as abandonnés. J'avais des accueils positifs, mais aussi critiques sur ce que j'avais fait. Et moi, je pensais que j'allais avoir un chèque pour partir et faire autre chose ailleurs. Mais en même temps, j'étais attaché à cette entreprise. Et puis j'ai reçu un coup de téléphone du directeur général qui me dit est-ce que ça t'intéresse, suite à la fraude Kerviel, de faire que plus jamais ça, en devenant l'inspecteur général du groupe et en créant une nouvelle direction, audit, inspection, et qui est composée intrinsèquement de jeunes profils et dans le monde entier. Et j'étais très très intéressé par ça. J'ai dit un oui enthousiaste. Et donc j'étais reparti dans mon aventure en essayant par contre avec ce que j'étais devenu, d'apporter mes valeurs et ma vision du monde. Et puis au bout de 3 ans, on m'a proposé d'être le DRH du groupe Société Générale. Et donc là également, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour apporter ma vision positive du monde et l'humanité qui me gouvernait. J'ai fait ce que j'ai pu. Certains acquis de cette longue marche? Alors j'ai l'impression d'avoir sans arrêt essayé d'être fidèle à tout ce que j'avais appris, à toutes les valeurs qui étaient venues en moi au cours de cette longue marche. Et il faudrait demander ça à ceux qui ont travaillé avec moi pendant cette période-là. Mais en tout cas, j'ai essayé d'être fidèle à ces valeurs-là. Et en tout cas, aujourd'hui, vous êtes un retraité heureux et épanoui, très engagé. Effectivement, et je marche. Sur les chemins du monde, c'est le titre de l'ouvrage que je conseille vivement à nos auditeurs, et je suppose que cet long entretien aura donné envie d'aller découvrir un petit peu plus tout ce qu'on n'a pas pu dire. Édouard Malo-Henry, et que vous êtes venu présenter ce 17 février à la résidence Saint-Julien à Laval. Merci infiniment de cette étape dans nos studios. Merci Isabelle Rupin. Merci.